Messieurs les présidents et de la République et des institutions qui m'ont invité, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, vous me trouvez ce soir ému d'être de retour à Lisbonne, parce que la capitale du Portugal fait partie des villes que j'aime le plus en Europe. En fait, si j'étais à Luxembourg et non pas à Lisbonne, je dirais que c'est hors Luxembourg la ville que j'aime le plus, mais faire des compliments de ce type à une salle me paraît être un exercice trop facile, ce qui fait que je renonce à de telles paroles introductives. J'aime cette ville pour différentes raisons. La première autobiographique, lorsque j'étais nommé jeune secrétaire d'État à l'âge de 28 ans au travail à la Sécurité sociale, mon premier voyage hors frontières me conduisit à Lisbonne parce que j'étais chargé par mon Premier ministre d'alors, Pierre Werner, de négocier la partie liberté de circulation des travailleurs au moment des négociations d'adhésion avec le Portugal. J'en garde une énorme gêne, parce que j'ai tout fait pour avoir une période transitoire en matière de liberté de mouvement entre le Portugal et le Luxembourg. L'Union européenne, qui ne s'appelait pas encore ainsi, avait négocié une période transitoire de 7 années. Moi, devant l'angoisse de l'invasion portugaise qui nous menaçait, j'avais tout fait pour obtenir une période transitoire de 10 années. Et finalement, je l'ai obtenue. Mais le Luxembourg a mis un terme à la période transitoire après 3 années. J'étais devenu ministre du Travail in between, et tous les autres pays ont gardé cette année. Tous ceux qui nous avaient critiqués pour avoir été trop exigeants à l'égard du Portugal ne nous ont pas suivis dans le retour du sens commun qui nous submergea à partir du moment où nos amis portugais étaient membres des communautés européennes de l'époque. Lisbonne et le Portugal, parce que je me sens spontanément, naturellement, atmosphériquement chez moi, puisque certains d'entre vous ne le sauront sans doute pas, sauf les anciens ambassadeurs au Luxembourg que je salue cordialement dans cette salle. Certains d'entre vous ne savent sans doute pas que 20% de la population du Luxembourg est constituée de ressortissants portugais, ce qui fait que tous mes voisins, sans exception, sont portugais et m'ont dit ce matin, lorsque je suis monté dans ma voiture, « Reviens vite à l'étranger », parce qu'ils se sentent à la fois portugais et luxembourgeois. J'ai eu la chance énorme d'être parmi ceux qui ont pu négocier l'adhésion du Portugal à l'Union européenne. Lorsque j'ai commencé ma vie européenne, nous avions 10 États membres. C'était en 82-83, puis avec l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, nous sommes devenus 12 et j'ai dû négocier comme jeune ministre du budget, parce qu'à l'époque j'étais toujours jeune, le premier budget de l'Union européenne, ou des communautés européennes, comme nous nous appelions à l'époque, qui devait intégrer dans son chiffrage la venue de deux nouveaux États membres. Et donc, les premiers programmes structurels pour le Portugal, les programmes intégrés méditerranéens et d'autres extravagances que nous cultivions à l'époque portent ma co-signature. Ce qui fait que je nourris à l'égard du Portugal des sentiments d'amitié et de respect. Et je suis très honoré non seulement de la présence du Premier ministre, de José Peneda et d'autres amis du gouverneur, mais aussi des 2 anciens présidents de la République qui, tous les 2, ont effectué une visite d'État au Luxembourg. Le président Suarez, je l'ai connu avant qu'il me connaisse, puisque je l'ai admiré de loin. Jeune étudiant à Strasbourg, il était pour moi une des figures
oui, une des grandes figures de la résistance interne portugaise, et j'ai suivi avec beaucoup de compassion, de sympathie, oui, presque de fanatisme, oui, comment dire, la libération du Portugal, la révolution des œillets. La première manifestation à laquelle j'ai participé, jeune homme, 16-17 ans, était devant le consulat du Portugal au Luxembourg pendant la dictature. On n'avait pas encore d'ambassade. Le Premier ministre m'a d'ailleurs promis qu'il ne fermera pas l'ambassade portugaise au Luxembourg, ce dont je voudrais vous faire les témoins directs de cette promesse. Moi qui l'encourage toujours à économiser là où il peut, je lui ai expliqué que sur cette dimension-là, de la riche vie diplomatique portugaise, il n'avait pas le droit de faire ce que certains pensent qu'il devrait faire. La police luxembourgeoise, jusqu'à ce jour, cherche celui qui, par un jet de pierre, a détruit la fenêtre principale des bureaux du consul portugais à Luxembourg. Je peux vous dire aujourd'hui, puisque prescription il y a, c'était moi. Et donc, j'ai participé à la révolution portugaise. Et je suis très content que mon ami Sampaio soit là, parce qu'avec lui, nous avons vécu de belles heures d'amitié entre le Portugal et le Luxembourg quand il était chez nous et quand j'ai pu lui rendre visite. Et je pourrais continuer dans cette veine amicale, voire noblement sentimentale, en voyant tous ceux ici et en salle que j'ai eu l'honneur de côtoyer au cours de très longues années passées en commun. Mais je ne suis pas là pour parler de ma vie sentimentale, mais de la gouvernance de la zone euro. Il est vrai que contrairement à une conception œcuménique qui traverse le continent européen, il est vrai que l'euro n'est pas en crise. Moi, je rougis de rage à chaque fois que j'entends dire que l'euro est en crise. Tel n'est pas le cas. Nous connaissons une crise de la dette publique dans certains États membres de la zone euro, dont vous connaissez un en particulier, mais l'euro, la monnaie unique, n'est pas en crise. La valeur externe de l'euro n'est pas menacée, en dépit du fait que l'euro se soit corrigé vers le bas aujourd'hui pour atteindre un niveau de 1,36 par rapport au dollar. Je me rappelle, président de l'Eurogroupe, lorsque l'euro, qui était à 1,28, 1,29, 1,32, 1,33, soudainement est passé au-delà du niveau de 1,36, on m'interrogeait partout en Europe et tous les journalistes européens sur la question de savoir si cette valeur externe de l'euro à 1,36 n'était pas surélevée. Aujourd'hui, on nous présente cette correction comme une catastrophe, alors que nous frôlions la catastrophe lorsque l'euro, pour la première fois, a dépassé le niveau de 1,36. C'était il y a 3 années, ce n'était pas il y a des décennies. C'était il y a 3 années. En dépit du fait que la valeur externe de l'euro soit restée stable, en dépit du fait que l'euro ait gardé son pouvoir d'achat interne, ce qui n'est pas la moindre des choses, qu'en termes de performance, une monnaie peut réaliser, nous donnons l'impression d'avoir échoué sur toute la ligne, d'avoir perdu le bon sens, de ne plus savoir vers où nous allons. La raison pour cette amertume que beaucoup d'Européens nourrissent à l'égard de l'euro réside dans le fait que nous autres Européens, nous n'arrivons plus à être fiers de ce que nous avons réalisé. Déjà, nous pensons que la paix sur notre continent relève de l'évidence, de la normalité absolue, oubliant tout à fait les biographies martyrisées de la génération de nos pères et de nos grands-pères qui ont connu la guerre et qui n'ont pas grandi dans le plein soleil comme ma génération, mais nous oublions toutes les performances qui sont européennes, y compris celles qui consistent dans la capacité que nous avions de fusionner entre-temps 17 monnaies nationales
en une monnaie unique, performant, jamais réalisé auparavant, et dont personne ne nous croyait capable, y compris un grand nombre d'Européens. Je me rappelle les premières visites que j'ai effectuées à Washington, jeune Premier ministre, parce qu'à l'époque j'étais encore jeune, en 1995, chez le président Clinton, qui me demanda « expliquez-moi un peu l'Europe », et je commençais à chanter mon opéra sur la monnaie unique. Il ne m'interrompt pas tout de suite. Il dit « Non, parlez-moi de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et pas de ces choses qui n'arriveront jamais. » Et donc, les Américains n'y croyaient pas, beaucoup d'Européens n'y croyaient pas, mais nous étions tout de même capables de réaliser cette œuvre d'époque. Je disais déjà que le taux de change de l'euro est stable et que son pouvoir d'achat interne est stable. Ce qui est important aux yeux des citoyens, me semble-t-il, est un ensemble d'éléments qui ne trouvent pas l'attention de ceux qui croient ne pas faire partie du groupe des citoyens ordinaires. Ce qui est important pour un citoyen moyen, c'est le taux d'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat. Or, je constate depuis l'avènement de la monnaie unique au 1er janvier 1999 jusqu'à ce jour, l'inflation sur les 11-12 années d'existence de la monnaie unique s'élève à 1,97%. Sur les 12 premières années de l'existence de l'euro, l'inflation, y compris en Allemagne, est moins élevée que pendant les 12 dernières années du Deutsche Mark. Je le dis pour que les Allemands comprennent bien, enfin ils sont peu nombreux ici, que l'euro est aussi stable et aussi peu fertile en termes de production inflationniste que ne le fut le mark. Au contraire, la performance inflationniste de l'euro dépasse en qualité celle du Deutsche Mark. Personne aujourd'hui ne se rappelle que l'inflation pendant les années 90 était supérieure à 3%, et rares sont ceux qui se rappellent que pendant les années 80, l'inflation en moyenne en Europe s'élevait à 12%. Depuis l'avènement de la monnaie unique, 1,97, respectant en cela le corridor tel qu'il fut défini par la Banque centrale, qui cantonne l'ampleur de l'inflation dans un corridor en dessous, mais près de 2%. Moi, je me rappelle que le taux d'inflation était de 12% pendant les années 80 et 90, parce que je me rappelle que les taux d'intérêt s'élevaient à 9% pendant les années 90 et à 12% pendant les années 80, alors que le taux d'intérêt aujourd'hui est de 1,25%. Moi, je m'en rappelle parce que j'ai acheté ma maison pendant les années 80 et je sais les intérêts que je devais payer, mais aujourd'hui, on trouve normal que nous vivions dans un environnement à taux d'intérêt très peu élevé. Et récemment encore, il y a quelques jours, notre Banque centrale a encore revu vers le bas le taux d'intérêt qui fut le sien depuis quelques mois. L'emploi, grave problème, parce que nous avons un chômage surélevé pour des pays socialement civilisés. Mais en termes d'emploi, depuis l'avènement de la monnaie unique, depuis la création de la monnaie unique, nous avons ajouté aux forces de travail en Europe 14 millions d'emplois nouvellement créés. On nous compare toujours, nous nous comparons toujours nous-mêmes aux États-Unis. Mais les États-Unis ont su créer sur la même période 9 millions d'emplois. Nous avons donc créé en net 5 millions d'emplois de plus que les États-Unis, ce qui prouve à l'évidence que nous